Bonjour à tous. Alors, je vous présente Maître Marc Bellemare, Madame Marie-Paule Lequenis, ainsi que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Mon nom est Sylvia Ribeiro. Je suis enseignante et je suis également une victime d'un bourreau d'enfant qui n'a jamais obtenu justice. J'ai aussi étudié des centaines de cas d'enfants agressés et assassinés qui, eux non plus, n'ont jamais obtenu justice. J'ai créé la pétition « Justice pour les enfants agressés et assassinés » adressée au Premier ministre du Canada et du Québec. Plus de 37 000 signataires et plus ont pris le temps de signer à ce jour et appuient les 10 revendications. D'ailleurs, on a ici apporté des crocs avec tous les signataires. Cette énorme solidarité des citoyens du Québec et de tout le Canada, elle est due en partie à l'histoire épouvantable de Olivier, 5 ans, ainsi que Anne-Sophie, 3 ans, assassinée par 46 coups de couteau le soir du 20 février 2009 et dont les droits sont constamment bafoués par notre système judiciaire insensé. Aujourd'hui, je présente cette pétition aux 8 millions de Québécois et 35 millions de Canadiens et je vous supplie de tout cœur d'ajouter votre voix à la nôtre en prenant une seconde de votre temps. À mon avis, le point 5b de la pétition est extrêmement urgent car il propose la solution pour les troubles mentaux. Considérant que jamais aucune victime n'est plus ou moins morte parce que le criminel est plus ou moins fou et que toutes les réalités s'additionnent pour les victimes, de ce fait, toutes les réalités doivent aussi s'additionner pour le criminel, c'est-à-dire de 1 coupable en prison, de 2 troubles mentaux, alors suivis par un psychiatre de notre choix, en plus de la sentence. Je crois fermement, puisque je l'ai lu dans nos chartes des droits ainsi que notre code criminel, que notre système judiciaire doit dissuader les criminels, respecter le droit à la vie de tous nos enfants et assurer leur protection en priorité. Pour prendre connaissance de cette pétition, il suffit de faire une recherche rapide sur Internet. My name is Sylvia Ribeiro. I am a teacher and I'm also a victim of child aggressor who never got justice. I have studied hundreds of cases of assaulted and murdered children which also never got justice. I have initiated the petition Justice for Assaulted and Murdered Children directed to Canada and Quebec premiers. More than 37,000 supporters have to this date taken the time to sign the petition and have endorsed for 10 petitions with their demands. The massive solidarity stand demonstrated by the citizens of Quebec and all of Canada was prompted by an appalling story of Anne-Sophie, 3, and Olivier, 5 years old, stabbed 46 times on the night of February 20, 2009. Since then, Anne-Sophie and Oliver's rights are constantly violated by an irrational judiciary system. Today, I am presenting this petition to all 8 million Quebecers and 35 million Canadians, hoping with all my heart you will add your voice to ours and take just a second of your time to sign this petition. In my opinion, item 5B of the petition is extremely important as it offers the solution for mental illness cases. Considering that all victims are never more or less dead, because criminals are more or less crazy, and that in reality, all facts are added for the victims. Therefore, all facts must also be added for the criminals. So first, guilty, sent to prison. Second, also recognized as mentally ill, sent for treatments given by a psychiatrist of our choice and in addition to the sentence. I firmly believe, as I read it in our Charters of Rights and also in our criminal code, that our judiciary system should dissuade criminals, uphold the right to life for all of our children, and assure their protection as a priority. To read about this petition, just do a quick search on the Internet. Je reviendrai à la toute fin pour poser une question à nos premiers ministres du Canada et du Québec, mais je laisse maintenant la parole à Maître Bellemare, suivi de Marie-Paule Lequenis, ainsi que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
Merci, Mme Ribeiro. Alors, je veux tout d'abord vous féliciter d'avoir pris l'initiative de mettre en ligne cette pétition. C'est toujours une activité hasardeuse. On ne sait jamais dans quelle mesure les gens vont répondre. On ne sait jamais dans quelle mesure le public va s'intéresser au sujet de la pétition. Mais je pense qu'elle a du mérite, Mme Ribeiro, d'avoir eu cette idée-là et d'avoir obtenu autant de succès jusqu'à maintenant. Je suis convaincu que à partir de maintenant, il va y avoir davantage de signatures sur le site de pétition. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Québécois sont de plus en plus intéressés au système de justice. Il y a 40 ans, on n'aurait jamais pu faire ça. D'abord, on n'avait pas Internet d'une part. D'autre part, on n'avait pas non plus l'engouement ou l'intérêt de la population par rapport au système judiciaire. Ils ont toujours été intéressés à ce qui se passait au Parlement, à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, mais dans les cours de justice, c'est plus récent. On peut parler de peut-être au cours des 25 dernières années. De plus en plus, les gens sont préoccupés par les jugements qui sont rendus par les cours, et de plus en plus, les Québécois sont critiques par rapport au système de justice. Et à travers les 36-37 000 noms qui sont déjà enregistrés, on peut voir qu'il y a une préoccupation de la population. Et les gens veulent que le système de justice criminelle, du moins, soit calqué sur leurs valeurs morales. Et c'est certain qu'à travers l'affaire Turcotte, il y a eu une prise de conscience et une augmentation du caractère critique de la réflexion des citoyens. Et c'est correct que ce soit comme ça. Je ne pense pas que ce soit juste l'affaire Turcotte. Je pense que c'est par rapport à l'ensemble du système. Et il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans la pétition, mais on peut en poser peut-être quelques autres qui sont connexes également au thème abordé par la pétition, comme par exemple. Et ça, c'est des gens qui viennent me voir au bureau parce que ça fait 35 ans que je travaille auprès des victimes, mais je ne représente pas des banquiers ou des compagnies de finances, je représente des gens ordinaires qui me parlent de leurs préoccupations par rapport à Turcotte et par rapport à l'ensemble de la justice criminelle. Alors, par exemple, on me demande pourquoi, quand on plaide un problème relié à la non-responsabilité criminelle aux troubles mentaux, pourquoi le malade ou le présumé malade doit prouver son incapacité de discerner le bien du mal de façon probable et non pas hors de tout doute, comme c'est le cas de la couronne. Pourquoi la couronne doit prouver ses culpabilités hors de tout doute, alors que lui, il a simplement à prouver une simple probabilité de maladie mentale? Pourquoi il n'aurait pas lui aussi à prouver sa maladie mentale hors de tout doute, puisqu'il a tué ou qu'il a de toute façon violé le code criminel? Pourquoi on a autant de cas au Québec de non-responsabilité criminelle? Est-ce que c'est parce que nos juges sont plus généreux face aux criminels? Est-ce que c'est parce que nos psychiatres sont plus généreux? Est-ce que c'est parce que nos avocats sont plus imaginatifs? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas normal qu'on ait autant de cas de non-responsabilité criminelle au Québec par rapport à l'ensemble du Canada. Et c'est bien évident que ces données-là, qui sont inquiétantes à mon avis, sont apparues à l'occasion du cas Turcotte, qui nous a amené à avoir une réflexion beaucoup plus poussée, tout le monde, le citoyen comme le système judiciaire, par rapport à un certain nombre de données inquiétantes. Ça m'apparaît inquiétant de savoir qu'au Québec, on a 2 fois plus de cas de non-responsabilité criminelle qu'ailleurs au Canada. C'est pas parce qu'on a 2 fois plus de fous, c'est parce qu'on a peut-être 2 fois plus d'ouverture par rapport à cette question de non-responsabilité criminelle, et peut-être parce qu'on est un petit peu trop ouvert à cette hypothèse-là. Pourquoi permettre la remise en liberté des tueurs? Alors là, on sait que dans la Cour d'appel, il y a le dossier Turcotte et la Cour se demande est-ce que la perception populaire est capable de tolérer la remise en liberté de Turcotte? Est-ce qu'on est capable de maintenir la crédibilité du système judiciaire en libérant Turcotte? Mais pourquoi la Cour doit se poser cette question-là? Pourquoi le code criminel ne prévoirait pas tout simplement, de façon très claire, qu'une personne qui est accusée de meurtre est privée de liberté jusqu'à temps que le procès ait été mené? Alors, le simple fait de permettre la remise en liberté d'une personne dont on a une preuve extrêmement accablante qu'elle a commis un meurtre, et dans le cas de Turcotte, c'est encore pire parce qu'il a avoué avoir tué ses 2 enfants. Comment se fait-il que le code criminel lui donne même cette possibilité d'être libéré en attendant le procès? Ça m'apparaît assez généreux. Merci. Pourquoi, ça rejoint la pétition aussi, pourquoi quand la couronne ou la police décide de ne pas accuser ou de ne pas mener d'enquête, pourquoi on ne peut pas s'adresser à quelqu'un d'indépendant qui pourrait ordonner à la police ou à la couronne d'agir? Pourquoi ces 2 institutions-là sont parfaitement intouchables? Je connais des milliers de personnes qui se sont adressées à moi au fil des années, qui déploraient le fait que la police ne mène pas d'enquête.
d'autres que la couronne ne porte pas d'accusation. On ne peut rien faire face à ces refus-là. Alors c'est, à mon avis, anormal. Pourquoi il y a une prescription également pour pouvoir poursuivre pour les enfants abusés? Alors, Mme Ribeiro parle dans sa pétition des délais de dénonciation, des délais de poursuite. Pourquoi on est obligé d'agir à l'intérieur d'un certain délai? Pourquoi ce ne serait pas ouvert sans délai, sans prescription? La commission d'examen des troubles mentaux, c'est une autre histoire. Pourquoi les victimes n'ont pas le droit d'être entendues et d'être représentées devant la commission des troubles mentaux? Pourquoi on laisse le supposé malade tout seul avec son avocat dire à peu près n'importe quoi? Et pourquoi il n'y a jamais personne qui le contre-interroge? Pourquoi il n'y a jamais personne qui présente une contre-preuve contre ses prétentions d'expert et ses prétentions sur les faits? Alors, une série de questions qui méritent d'être répondues éventuellement par le législateur. Et je veux féliciter, en passant, le sénateur Boisvenu pour son implication depuis qu'il est au Sénat. Et il a la chance d'appartenir au gouvernement de M. Harper, qui est, à mon avis, le gouvernement qui a fait le plus pour les victimes depuis la Confédération canadienne. Je suis convaincu que si on fait le bilan de toutes les mesures législatives adoptées par son gouvernement depuis 1867, il n'y en a aucun autre que ce gouvernement de M. Harper qui a fait autant pour les victimes. Et on a la chance d'avoir pas une oreille à Ottawa, deux oreilles pour les victimes. Et je suis convaincu que cette pétition-là va augmenter le niveau d'écoute de la part des élus à Ottawa. Et je souhaite qu'on ait une grosse année 2015, M. Boisvenu. Je suis convaincu que vous êtes de mon avis à ce niveau. Alors, merci, mais encore une fois, félicitations, Mme Ribeiro. Et puis, à bon entendeur, salut. Voilà. C'est à mon tour, merci. Bonjour à vous tous. Je me ferai bref car mon but aujourd'hui n'est pas de livrer un discours, mais ma présence est entre autres pour appuyer cette noble cause pour les enfants agressés et assassinés. Pour commencer, je m'adresse à toi, Sylvia. Je tiens à te féliciter de vive voix pour le combat que tu mènes pour cette cause. J'en connais les exigences et je crois qu'il faut avoir traversé l'enfer pour vouloir s'y impliquer. Comme plusieurs d'entre nous qui avons accordé intérêt, j'imagine que le goût de la justice l'emporte sur nos blessures encore béantes. Un combat de longue haleine, souvent au travers des controverses, des attaques personnelles, les divergences d'opinion qui parfois nous drainent ce qu'il reste de nous. Merci Sylvia. Merci au nom de tous ces petits anges, de tous ces petits êtres sans défense pour qui tu t'investis si fort. Je suis certaine que tu es pour chacun d'eux une grande sœur au cœur vaillant. Bien sûr, au-delà des obstacles et des changements qui arrivent bien souvent au compte-gouttes, nous devons garder espoir et être fiers que chaque petit pas que nous avons accompli jusqu'à présent avait sa raison d'être. J'ai énormément d'admiration et de respect pour les personnes et les victimes qui travaillent d'arrache-pied pour contrer toute cette violence. Nos batailles vont tous dans le même sens, c'est-à-dire justice. Justice pour ceux qui sont plus là pour se défendre, justice pour ceux qui la subissent et justice pour les survivants. Notre monde évolue et nos lois sont désuètes. Il faut être pris dans cet engrenage pour comprendre l'absurdité des obstacles à franchir pour défendre nos droits. Sylvia, un merci personnel pour l'ajout du point qui me concerne dans cette pétition, soit celui de la sépulture des enfants assassinés soit exposé le plus loin possible de leur bourreau. Même si moi je dois m'y soumettre à cause des lois existantes, des délais de prescription, j'aurai un baume sur mes blessures, sachant qu'aucun autre humain n'aura à vivre avec cette absurdité. On garde l'espoir, 35 000 signataires, ce n'est pas rien. Tout le Québec a été ébranlé par la triste histoire d'Olivier et d'Anne-Sophie. On en voit le résultat avec la population qui appuie tes démarches en signant cette pétition. Olivier, Anne-Sophie, bien mince consolation pour vous qui avez payé de vos vies si précieuses. Cependant, sachez que vous avez permis, et ce, avec le courage exemplaire de votre chère maman, un avancement considérable pour la cause. Vos mémoires resteront gravées à jamais dans nos cœurs. Tous ensemble, au nom et à la mémoire de tous ces petits-enfants qui ont subi l'horreur, j'ose espérer que chacun de nos cris ne se perd pas comme un écho dans le désert et que nos revendications soient prises au sérieux. À tous les gens du Québec, mille merci et
Et s'il vous plaît, continuez de nous appuyer dans nos démarches. Votre contribution est indispensable au changement. M. Boisvenu, Maître Bellemare, et tous ceux et celles qui s'impliquent dans la cause des enfants agressés et assassinés. En leur nom, je tiens à vous dire du fond du cœur, merci infiniment. M. Boisvenu, je ne passerai pas sous le silence la mémoire de votre belle grande fille Julie. Elle a payé de sa vie, mais elle nous a donné en héritage un papa, un homme de cœur et d'honneur, un survivant qui a donné sa vie pour les victimes. Merci, Julie. Et bien, pour terminer, bien sûr, un merci spécial pour mes fils, Jérôme et Justin. Mon amour pour vous a fait en sorte que le respect et la dignité de vos vies soient devenus une quête qui m'amenait jusqu'au bout de moi-même. Et sachez que pour vos mémoires, je continuerai cette quête jusqu'à mon dernier souffle. Merci infiniment. D'abord, merci Sylvia d'abord, merci aux médias qui sont ici. Merci aussi à tous les gens qui appuient la cause des victimes de criminels. J'ai vu des gens de l'AFPAD tantôt, j'ai vu des gens qui ont été aussi victimes, donc merci beaucoup d'être ici ce matin. Merci Sylvia pour ton courage de mener ce combat-là. On sait que c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Merci à Marc Laetitia, Marc Bellemare, Mme Mécanisme, merci pour vos bons mots surtout. Écoutez, ça fait maintenant 12 ans que je consacre ma vie au sort des victimes d'actes criminels. Et ce qui m'a le plus maintenu dans cet engagement-là, c'est l'implication toujours plus grande des victimes elles-mêmes dans ce combat-là, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc les victimes ont décidé de prendre la parole. Les victimes ont décidé que leur sort leur appartenait. Et si on veut que les gouvernements améliorent la situation aux victimes, améliorent les lois, il faut que les victimes prennent la parole. Lorsqu'on regarde l'évolution des droits des victimes, évidemment, au jour le jour, on a l'impression que c'est figé dans le temps, que les choses avancent très lentement. Mais lorsqu'on regarde l'évolution à partir d'une année de travail, les choses avancent lentement, les choses évoluent. Ce qui était il y a 10 ans n'est plus aujourd'hui. Mais c'est évident qu'on s'attaque à des grosses machines, à des gros systèmes qui historiquement écartaient complètement les victimes. Ma mission, c'est de réintégrer les victimes dans le processus judiciaire. C'est de donner une place aussi importante à la victime qu'au criminel. Et je pense qu'à ce niveau-là, avec la Charte des droits des victimes qui sera bientôt adoptée cet automne, on l'espère, ou au printemps, on va rééquilibrer les forces dans le système de justice. Ce qui m'encourage aussi beaucoup, c'est l'adhésion de la population au combat qu'on mène. Lorsqu'on regarde les sondages qui se sont faits depuis la loi C10, notamment au Québec, entre autres, presque le 3/4 de la population appuie nos actions, appuie les actions du gouvernement de durcir le ton par rapport à certains criminels. Pour moi, agresser des enfants, agresser des femmes, agresser des personnes âgées, c'est tolérance zéro. C'est tolérance zéro. On ne peut pas, par rapport à ces victimes-là, attendre 2, 3, 4, 5 récidives avant d'avoir un discours sérieux par rapport à ces criminels-là. Donc, depuis 6 ans quand même, le gouvernement conservateur, Marc le disait, on a mené beaucoup d'actions. C'est tout près d'une dizaine de projets de loi qui ont été adoptés, qui visent les clientèles que je vais vous parler. La loi C10 était un premier point important, où on a passé les sentences minimales pour ceux qui agressent sexuellement des enfants à 45 jours à 1 an. Les gens nous disent 1 an, c'est pas encore assez. On a déposé le projet de loi C26, qui va rejoindre essentiellement beaucoup d'éléments de la pétition actuellement. La loi C26, c'est quoi? C'est de durcir encore plus le ton par rapport aux prédateurs sexuels, par rapport aux pédophiles. Où là, on aura des sentences concurrentes. Donc, le pédophile qui va agresser 50 enfants, ce ne sera pas 50 sentences qui vont tenir en même temps. Ce sera des sentences consécutives. On va tenir compte aussi de l'impact de l'agression sur la victime. Parce que souvent, les impacts sont à long terme.
on sait que le taux de suicide chez les enfants qui ont été agressés est 3 fois supérieur à la population normale. Donc, on pourra donner des sentences à vie aux prédateurs sexuels quand les conséquences seront, un exemple, comme le suicide. Également, on sent bien que le registre public des prédateurs sexuels, vous le savez. Donc, les gens qui ont commis des actes sexuels sur des enfants, dorénavant, ce sont des informations qui sont publiques. Également avec le port du bracelet électronique. Également avec une loi qui s'en vient bientôt sur le trafic d'enfants. Également une autre loi qui s'en vient sur la cybercriminalité, qui est le crime le plus en augmentation. Juste en 2012, 30% d'augmentation du taux de criminalité au niveau de la cybercriminalité. C'est vrai que les policiers ont mis beaucoup plus de ressources pour traquer ces prédateurs-là, mais reste quand même, c'est le crime le plus en augmentation. Regardez les médias depuis 2 semaines, là. Allez vous promener dans les palais de justice, la moitié des procès, c'est des agressions contre les enfants. La moitié. 45% des victimes d'agressions sexuelles sont des enfants de moins de 16 ans. 45%. Donc, il faut s'attaquer à ce type de criminalité-là, qui, à cause de l'arrivée d'Internet, rend les criminels tout à fait anonymes et les victimes encore plus vulnérables, parce que souvent, laissées à elles-mêmes à cause de l'encadrement parental qui est difficile. Donc, je vais terminer là-dessus. Cette pétition-là est très importante. Moi, j'invite les gens à la signer. Parce que, dans le fond, lorsqu'elle sera déposée au Parlement canadien, au Parlement, à l'Assemblée nationale, ça sera une façon pour la population de s'exprimer. Descendre dans la rue, faire des contestations, c'est plus difficile, ça prend du temps. Mais signer une pétition, ça prend à peu près 15 secondes sur Internet. Et c'est votre voix qui va être livrée au gouvernement. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est d'être encore là quelques années pour terminer ce travail-là, pour faire en sorte que les droits des victimes et ceux des criminels soient égaux devant la justice, mais surtout qu'on ait un code criminel qui fasse en sorte que ce type de criminalité-là soit puni, je dirais, à la hauteur des conséquences. Donc, je remercie encore beaucoup Sylvia pour son travail. Je remercie tous ceux qui s'impliquent au quotidien, particulièrement les victimes de criminels, parce que prendre la parole, ce n'est pas toujours évident. Ça demande beaucoup d'énergie une fois qu'on a passé à travers un procès, qu'on a passé à travers tout ce qui est procédure. Donc, je vous remercie beaucoup de le faire. Et comme le dit Marc, on dit à la prochaine, hein, parce que le combat ne fait que commencer et on en compte pour quelques années. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, oui, alors maintenant, j'aimerais poser une question à nos premiers ministres du Canada et du Québec. Considérant que le 22 octobre dernier, un terroriste s'est attaqué à des policiers à Ottawa, quelques secondes plus tard, la sécurité de nos politiciens était immédiatement renforcée partout à travers le Canada, et avec raison. De plus, dès le lendemain, des projets de loi voyaient le jour afin de stopper ces crimes méprisables. Bravo. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de la terreur que vivent plusieurs de nos enfants, agressés tous les jours, assassinés ou disparus chaque année et de plus en plus fréquemment, il n'y a rien qui bouge? Excusez mon émotion. Monsieur Harper et Monsieur Couillard, pourquoi, mais pourquoi, n'agissez-vous donc pas rapidement et concrètement pour stopper ces crimes épouvantables et méprisables envers la vie de nos enfants comme vous le faites pour protéger votre propre vie? La preuve que quand on veut, on peut. En octobre 2014, l'assassin Justin Bourque a obtenu 75 années de prison sans possibilité de libération pour le meurtre de 3 policiers et le verdict a eu lieu au bout de 5 mois à peine. Les citoyens exigent cette même justice pour tous ceux qui s'attaquent à nos enfants. At this time, I would like to ask one question to our premiers of Canada and Quebec. Considering that on October 22nd, 2014, one terrorist attacked our politicians in Ottawa, and that a few seconds later, the safety of our politicians was immediately strengthened to all Canadian cities, decision undoubtedly justified. In addition, the next day, new project laws were proposed in order to stop these despicable crimes and acts of terror. Bravo.
please now explain to us why, when it comes to terror experienced by many of our children, assaulted daily and murdered or missing each year, which are on the increase, nothing is being done. Mr. Harper and Mr. Couillard, why don't you act more quickly and effectively to stop these appalling and despicable crimes against our children's life, as you are so prompted to protect your own life? Here is the proof that when we want, we can. In October 2014, the assassin Justin Burke got 75 years to prison without possibility of release for the murder of 3 police officers, and the verdict came just about 5 months after the killings. The citizens demand the same justice for all those who dare to attack our children. Alors, maintenant peut-être que les journalistes seraient intéressés à poser quelques questions. Alors, je vous laisse cette période-là à vous, si jamais vous désirez. Oui, Madame Ribeiro, Véronique Darvaux de Radio-Canada. Est-ce qu'on comprend que, bonjour, c'est une initiative personnelle, cette pétition-là, et que là, vous venez d'obtenir l'appui de M. Bellemare, Boisvenu et Mme McInnes? C'est ça qu'on comprend? Okay. Et je les remercie grandement, vraiment, c'est tellement important pour moi d'avoir leur soutien. Ça fait combien de temps que cette pétition-là, elle est en ligne? Alors, je l'ai créée en février 2014, justement pour honorer le 94e anniversaire de la mort de notre petite martyre du Québec, Aurore. Et elle est morte à l'âge de 10 ans, la peau des poignets arrachée jusqu'aux os. Et depuis 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour nos enfants? Qu'est-ce qui a évolué? Alors, j'ai créé cette pétition-là pour honorer sa mémoire. Et j'avais accumulé environ 2000 signataires. Cependant, après la deuxième libération de Guy Turcotte, disons, j'aime pas trop dire son nom, je préfère parler d'Olivier, 5 ans, et Anne-Sophie, 3 ans. Ces 2 petits anges-là qui sont disparus comme ça dans des circonstances épouvantables. Alors là, les gens, ça a explosé. Il y avait 500 signataires par heure. Et ça n'a pas cessé depuis. Merci. Merci. Jean-Laurence de Grenouille, de TVA, de Sylvie, quel poids une pétition comme ça peut avoir sur le changement du code criminel? C'est pas simple de changer. Vous demandez beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça va avoir comme poids et comme impact, ça? C'est évident que cette pétition-là qui va être déposée, soit au Sénat ou à la Chambre des communes, elle est un gouvernement qui est pro-victime. On n'a pas à se faire tordre les bras là, pour dire allez-vous nous aider. Je pense que déjà, Paul le soulignait tantôt, si Justin Burke a obtenu 75 ans de prison, c'est parce que la FPAD a demandé, il y a 10 ans, que lorsqu'on commet plus qu'un crime, on devrait avoir plus qu'une sentence. La loi C-26, qui est actuellement déposée, va rendre le code criminel très sévère en fonction des crimes contre les enfants. Je pense entre autres au C-14 qui est adopté, qui fait en sorte que lorsqu'on est reconnu non criminellement responsable et qu'on est remis en liberté, maintenant, il y a obligation de faire participer les victimes aux audiences. Et les remises à liberté sont beaucoup plus difficiles. Donc, c'est certain qu'une pétition de cette nature-là déposée à Ottawa, comme je le dis, elle doit l'être à un gouvernement qui est convaincu, mais elle va apporter encore plus de poids à notre propre discours, nous, de dire voici ce que la population veut. Parce que qu'est-ce que j'observe souvent, c'est qu'il y a une espèce de dichotomie ou une différenciation entre ce que la population veut et ce que les pseudo-professionnels de la criminologie pensent. J'ai pas lu souvent M. Hébert dans les médias de dire qu'il était d'accord avec le législatif. Mais on fait un sondage public, puis 3 citoyens sur 4 est d'accord. Quand je lis M. Boisvert dans la presse, qui dénonce très souvent, je dirais, notre approche de rendre les choses le code criminel plus dur envers ces pédophiles-là, ces agresseurs d'enfants-là, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas dans la même réalité que la population. Donc, cette pétition-là, c'est encore, je dirais, un message fort de la population. C'est pas rien, presque 38 000 noms, c'est pas une pétition de 1000 personnes, c'est beaucoup de gens. Puis je suis convaincu, d'ici la fin de l'année, on va atteindre les 50 000 personnes signataires. C'est un message fort qu'on lance au gouvernement en disant continuez. C'est ce qu'on veut, protéger nos enfants.
Et arrêtez d'écouter des pseudo-professionnels qui ne fantasment que par la réhabilitation. Oui, la réhabilitation. Mais lorsqu'on commet un crime grave, notre système de droit dit d'abord, vous êtes sentencé. Et cette sentence-là, lorsqu'on retire quelqu'un du circuit, c'est pas pour le punir. C'est pour faire en sorte qu'il ne retourne pas dans ses mauvais pas, qu'il ne retourne pas avec sa gang criminalisée, qu'il ne retourne pas sur Internet. On fait une pause dans sa vie et on dit maintenant, tu vas te prendre en main dans un processus de réhabilitation. La réhabilitation ne peut pas se faire sans incarcération pour une partie des criminels. Si on ne les sort pas du circuit de criminalité, ils ne se réhabiliteront jamais. C'est à ça que sert l'incarcération. Donc, de confronter toujours les deux, ça m'apparaît malsain. Oui à la réhabilitation, mais oui à une punition quand vous commettez un crime grave. Donc, cette pétition-là, je vais arrêter là-dessus. Cette pétition-là, c'est un message fort que la population va lancer au Parlement de dire « continuez ». C'est là où on veut aller. Moi, j'aimerais savoir, Julie Castigliano, de 98 ans, j'aimerais savoir d'une part, vous espérez combien de noms et quand vous souhaitez déposer cette pétition-là? Alors, est-ce que la question s'adresse à moi? Oui. Oui. Alors, écoutez, en fait, je n'ai pas mis de limite aux signataires. C'est une pétition où je peux faire imprimer régulièrement tous les milliers de signataires. Là, maintenant, on en a 37 000 aujourd'hui. Aussitôt que j'atteins mon 50 000, je refais tout imprimer. Je suis curieuse de voir combien de gens peuvent avoir le courage de prendre une petite seconde. On a vu le Ice Bucket Challenge dernièrement, combien ça a fonctionné. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour nos enfants? Moi, il n'y a pas de maximum. Si on était 1 million, même à la signer, tant mieux. Les politiciens en reparlent pour leurs jeunes, puis finalement, il y a quelque chose qui bougerait. C'est ça qu'il faut, parce que c'était très pertinent. C'est aussi la question de madame, qu'est-ce que ça peut changer une pétition comme ça? Bien, il faut que les citoyens demandent les choses aussi. Souvent, on devient blasé aussi. On se dit, est-ce que c'est important ce que je fais, la petite signature que je pose, est-ce qu'elle est importante? Moi, je crois que oui. Plus on va être nombreux, plus les choses vont bouger. Alors, écoutez, est-ce que j'ai perdu le sens de votre question? Non, mais vous comptez la déposer quand? Le sénateur en ondes a déjà promis sur Radio X qu'elle serait déposée à l'automne au Sénat et qu'il travaillerait pour qu'elle soit déposée aussi à l'Assemblée nationale. Alors, j'espère qu'il va continuer à m'appuyer parce que moi, j'enregistre tout ce qui se dit. Donc, c'est l'automne est quand même. Mais là, on est déjà avancé dans l'automne. Écoutez, moi, c'est sûr, les citoyens, il ne faut pas tout mettre sur le coup de nos politiciens aussi. D'ailleurs, je remercie le sénateur d'être ici aujourd'hui. C'est une petite blague que je lui faisais, bien sympathique, parce qu'il se bat bec et ongles sans arrêt pour tous nos enfants. Mais les citoyens ont leur part aussi à faire. Moi, je n'arrêterai pas tant qu'elle ne soit pas déposée au Sénat. Tant que les lois ne changeront pas, je sais que mon histoire de la folie aussi passagère au métro Manteau, là, il y en a beaucoup qui vont dire qu'est-ce qu'elle demande là, es-tu folle? Non, je ne suis pas folle parce que ça existe depuis 1982. C'est même pas moi qui ai inventé ça. En Alaska, cette loi-là pour les troubles mentaux, elle est effective depuis 1982. Il y avait eu le cas de Charles Miche qui avait assassiné en 1973 un jeune homme de 22 ans. Il a été suivi pour troubles psychologiques, l'expert l'a relâché. Après ça, il a assassiné 4 jeunes à coups de fusil. Alors là, ils ont dit, bon, écoutez, on va essayer de faire quelque chose, ça fera, là. Nos lois sont plus folles que les vrais fous, et c'est d'ailleurs ce que je pense. Ils ont fait des lois qui font que le criminel à des troubles mentaux, c'est bien correct, on va te faire suivre par un psychiatre, mais tu fais ta prison quand même. OK? Alors, ça existe déjà. Moi, je pense que toutes les choses existent et moi, je n'arrêterai pas tant que ça ne soit pas fait. Maître Bellemare, je m'écoutais tantôt et je me disais, en tout cas, je me disais, ça prend du courage quand même pour dire tout ce que vous dites là, parce que vous êtes vous-même avocat, là, et vous critiquez le système vraiment vertement. Est-ce que ce que vous avez dit aujourd'hui, vous êtes plusieurs à le penser, de vos collègues? Bien, il y a un malaise, évidemment, par rapport au code sur code. Il y a un malaise chez plusieurs avocats, c'est bien certain. Les avocats parlent peu, les juges parlent peu, les avocats de la couronne parlent peu. Je vis dans un monde où les gens parlent peu. Ils se parlent entre eux, mais ils ne parlent pas publiquement. Moi, je représente les victimes dans des dossiers de cours, l'indemnisation, des représentations de la police, la couronne, des juges depuis 35 ans. J'en vois quotidiennement. Et je pense que notre
notre système mérite d'être modifié à plusieurs égards, surtout le système de justice criminelle. Et c'est bien d'avoir des opinions juridiques et d'avoir des compétences en droit. C'est bien d'être sénateur, c'est bien d'être député, c'est bien d'être ministre. Mais le système de justice n'appartient pas aux avocats, ni aux juges, ni au gouvernement. Le système de justice appartient aux citoyens. Et on dit que la justice est un pilier de la démocratie, parce qu'on vit en démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher le plus bas dénominateur chez les citoyens et prendre tout le monde au écho pour la première infraction. C'est pas ça que je dis. Et ça ne veut pas dire que tous les gens sont en colère non plus. Parce que souvent, on a tendance à dépeindre ceux qui proposent des changements ou un durcissement de peine ou plus de sévérité dans le système de justice criminelle comme des exaltés, des gens qui veulent se venger, des rancuniers. C'est pas ça du tout. Les citoyens veulent vivre dans un pays où le système de justice va représenter leurs valeurs profondes. Un crime est un crime, une victime est une victime, et un criminel est un criminel. On appellera les choses par leur nom. Et bien sûr que je vois régulièrement des gens qui viennent me consulter qui sont victimes d'injustice. Et je trouve que notre système de justice criminelle est beaucoup trop favorable aux accusés. Je trouve que c'est trop facile. Je trouve qu'il y a toutes sortes de notions dans la loi qui sont avantageuses pour les accusés. Et je pense qu'il faut revoir un certain nombre de concepts. Il y en a plusieurs qui ont été revus depuis le 27 janvier 2006 ou le 23. Je ne me souviens pas de la date d'élection des premiers conservateurs, mais c'est certain que depuis 2006, il y a eu des changements importants qui ont été amenés au système de justice. Et bien sûr que les juges doivent être indépendants quand ils ont un cas précis à décider. Et ils doivent le faire en fonction de la loi et de leurs valeurs à eux aussi. Mais les gouvernements, eux, sont élus par la population. Et le Code criminel est une loi fédérale qui est votée par le gouvernement du Canada. Et à ce niveau-là, je suis rassuré d'avoir à Ottawa des gens qui sont ouverts et qui sont attentifs aux préoccupations des victimes. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout changer demain matin. Il y a la Charte également de 1982 qui a encore donné plus de privilèges aux accusés. Mais c'est un long travail. Ça fait 150 ans qu'au Canada, ce ne sont que les avocats de la défense puis les représentants des vertus de réadaptation, de réhabilitation qui ont le haut du pavé. Alors, on ne peut pas tout changer en 10 ans. Mais on peut faire un bout de chemin quand même. Et je pense que c'est bien parti. J'aimerais justement, si vous me permettez, d'ajouter quelque chose, un angle qui est peut-être différent vu par une victime d'un bourreau d'enfant comme moi. J'ai fait des petites recherches sur Internet et Maître Bellemare est à peu près un des seuls anciens ministres de la Justice du Québec qui n'était pas un avocat de la défense. Et moi, personnellement, en tant que victime, je n'ai qu'une colère, mais je ne les connais que trop bien, les avocats de la défense. Et présentement, on a enfin un expert qui fait du droit social et qui prend la défense des victimes comme par hasard. Et pourquoi qu'en ce moment, présentement, dans les télés, on ne voit que des experts qui sont des avocats de la défense? Parce que bien sûr, on comprend que la couronne ne se déplace pas là, pour aller. Ils sont pour le fédéral, donc ils ne vont pas dans les sessions de télé pour donner des expertises. Alors, tout ce qu'on a comme témoin expert pour dire à la population, vous autres, vous ne valez rien, votre pétition ne vaut rien, vous êtes moins que rien, puis les victimes ne valent rien, c'est des avocats de la défense payés à l'année par des criminels. Ça me fait plaisir de mentionner parce que moi, en tant que victime, là, à chaque fois que je vois ça, je me dis, ben voyons donc. C'est ça qu'on a comme expert pour commenter tous les cas comme Turcotte et on se fait toujours dire qu'on en manque trop. Ben en tout cas, moi, je me fais toujours dire en tant que victime que je trouve émotive, je trouve ci, je trouve ça, mais moi, je ne suis pas payée par des enfants victimes. Là. Je le fais tout simplement en tant qu'être humain. Eux, ils sont payés à l'année longue par les criminels. Ils nous disent qu'est-ce qu'il faudrait faire de notre société. Voilà. Ce que j'ajouterais à ce que Marc disait, vous savez, on a aboli la peine de mort en 1976. Et c'est à partir de ce moment-là que le Canada s'est doté de programmes de réhabilitation dans les pénitenciers fédéraux. Et entre 1976 et 2006, il s'est développé une culture de culpabilisation lorsqu'on donnait une sentence où on incarcérait les gens. Et ce qu'on a réussi à faire,
et particulièrement les professionnels dans le système de réhabilitation, c'est de mettre en contradiction l'incarcération et la réhabilitation. Ce qui a fait en sorte qu'on a aseptisé à peu près tout. On a aseptisé les palais de justice, on a aseptisé le système carcéral, on a aseptisé les libérations conditionnelles. Aller dans le code criminel et essayer de voir le mot criminel. Non, c'est le mot délinquant. Délinquant, pour moi, c'est qui? C'est un jeune de 12 à 18 ans qui commet un petit crime. Quelqu'un qui assassine une personne au Canada, on l'appelle un délinquant. Non, c'est un assassin. Donc, on a développé une espèce de culture de culpabilisation qu'il ne fallait pas nommer un assassin, un criminel, qu'il ne fallait pas l'incarcérer. Je pense que c'est ça qu'il faut remettre dans notre société. C'est lorsqu'on commet un crime grave, il y a une sentence grave. Lorsqu'on commet un crime léger, il y a une deuxième chance de se réhabiliter. Moi, quand j'entends les gens dire que lorsqu'on assassine, on doit avoir une deuxième chance, je ne comprends pas ça. Il faut avoir une deuxième chance d'assassiner. Oui, donc, je pense que qu'est-ce qui fait que le discours de professionnels et la volonté de la population est si différente, c'est que nos professionnels de la réhabilitation ont complètement aseptisé le système. Complètement. Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Lorsqu'on assassine, on est un assassin. On n'est pas un délinquant. Le délinquant, c'est lorsque vous faites une infraction au code de la route. C'est lorsque vous faites des infractions. Ça, c'est de la délinquance. Donc, je pense que ce qu'il faut remettre dans le système, c'est d'utiliser les vrais mots pour des vraies situations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La feuille que vous avez remis, c'est des recommandations. C'est la pétition, en fait. Ce sont les 10 recommandations de la pétition. Tout à fait. Alors maintenant, pour clore cette conférence de presse, j'invite Mademoiselle Patricia, un de nos petits anges du Canada et du Québec, à nous interpréter a cappella un extrait d'une chanson de Richard Desjardins. Je remercie de tout cœur tous nos conférenciers. Merci infiniment à tous les médias qui ont bien voulu donner une place aux enfants victimes aujourd'hui, leur donner une voix et se déplacer pour être avec nous. Merci du fond aussi, du cœur, merci du fond du cœur à chacun des signataires. Les enfants victimes ont besoin d'une seconde de votre temps. Merci à vous, je vous présente Patricia. Nous aurons des corbeilles pleines, des roses noires pour tuer la haine, des territoires coulés dans nos veines et des amours
pas souvent des fleurs coupées, mais juste à des jeunes filles comme toi. Merci, Marie.